Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré au feuilleton autour du stade du Paris Saint-Germain après cette victoire écrasante en Ligue des Champions. Selon les dernières informations, 2 dossiers sont sur le très haut de la pile, en haut de la liste pour les dirigeants du club parisien. La finale devrait se jouer entre Massy et Poissy et pourtant aucune décision ne sera prise avant l'automne 2026. C'est l'échéance, vous le savez, des élections municipales et on le sait, ça peut très vite changer. Alors on va déjà faire un point sur la situation à l'instant T. En culture aujourd'hui, une comédie grinçante sur les relations familiales, la famille parfaite finalement, jusqu'à ce que l'argent s'en mêle et c'est toujours un problème. Vous allez voir à quel point ça va bouleverser l'harmonie de cette famille quasi parfaite, ses chers parents, et c'est au Théâtre de Paris. De l'art de vivre et une solution pour mieux manger. Les saisonniers vous proposent des produits en circuit court, raisonnés, frais et de saison évidemment. Une excellente manière de faire ses courses intelligemment et de valoriser nos producteurs et nos agriculteurs qui en ont bien besoin. Ça sera en fin d'émission. Et j'aimerais qu'on ouvre cette édition avec les mots de Valérie Pécresse, la présidente de région, qui a affirmé ce matin son soutien au club parisien. Elle était l'invitée d'Apolline de Malherbe. On l'écoute. Nous avons un très grand club, nous en avons d'autres qui rentrent en première division, donc voilà, un autre qui rentre en première division, j'en suis très fière, mais le PSG est notre grand club. Il a un rôle très important dans la cohésion de la région et donc j'aiderai le club, d'autant plus que les 2 sites qui ont été retenus par le PSG ont un très bel avantage, c'est qu'ils cochent la case environnementale. Et le feuilleton continue sur le dossier du stade du Paris Saint-Germain. Ça mérite un point avec nos experts en plateau et à distance. Christophe Remise, merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous êtes journaliste pour le Figaro Sport. Vous êtes accompagné de Louis-Marie Valin, membre de l'Observatoire du Sport Business. Et avec nous à distance, Francis Graille, ancien président du PSG de 2003 à 2005. Je vais rétropédaler un petit peu pour qu'on comprenne bien la situation parce que j'ai parlé de feuilleton en ouverture et c'est clairement le mot qu'on peut utiliser pour décrire cette situation un peu ubuesque. Tout a commencé en 2015 quand le PSG fait sa toute première offre pour le Parc des Princes. À l'époque, 100 millions d'euros sont sur la table et ils sont balayés par la mairie de Paris. Ça, c'est vraiment le point de départ, Christophe Remise ? En fait, le stade, ça a toujours été un fantasme pour le club. Ils ont toujours essayé plus ou moins de le racheter. Après, il y a eu des rénovations qui ont été faites avant l'Euro 2016, financées en grande partie par le club, justement. Et puis, plus le club a grandi, a évolué. Plus l'envie a été forte de le racheter. Plus l'envie a été forte de l'agrandir, de le moderniser. Et donc, si on parle du point de vue du PSG, de l'acheter, parce qu'ils n'entendent pas faire des investissements aussi lourds et conséquents sans être propriétaires. Francis Graille, est-ce que ça a toujours été comme ça au Paris Saint-Germain ? Est-ce que le fantasme autour du club dont parlait et de son stade évidemment dont parlait Christophe Remise, ça fait partie aussi de l'ADN du club ? Est-ce que c'est des discussions que vous aviez aussi à l'époque quand vous étiez président du PSG ? Oui, tout à fait. Alors c'était pas pour le rester, c'était déjà pour renouveler les différents baux. Mais je comprends très bien le PSG. Aujourd'hui, le PSG, d'abord, ça n'est pas fait. Il faut revenir. Tout ça ne sont que des hypothèses qui sont très avancées. Je comprends le PSG qui a besoin aussi de se rassurer sur son avenir. Je pense qu'un club comme Paris, qui a un budget de 800 millions d'euros, dont une partie provient des droits télé, quand on sait ce que les droits télé deviennent aujourd'hui en France, je pense qu'ils sont en mesure de se dire qu'avec un autre stade ou un stade plus grand, le Parc des Princes agrandi, ils auraient certainement d'autres revenus, et ça c'est certain. Donc je peux les comprendre. Et c'est vrai que quand on regarde les péripéties, on se rend compte que c'est un dossier assez complexe. 2022, Nasser El Khelaifi revient à la charge, met la pression à la mairie de Paris. Début 2023, Anne Hidalgo referme la porte du dossier. Mars 2023, le PSG est candidat pour le Stade de France, cette fois-ci. Janvier 2024, échec de l'option Stade de France. Nouveau bras de fer avec la mairie de Paris. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, messieurs ? Tout simplement, déjà, il faut un peu dépassionner le débat. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le PSG a besoin pour grandir, pour continuer de sa croissance, d'un stade qui soit économiquement plus viable. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un stade qui est extrêmement rentable, parfaitement optimisé. Il faut se rendre compte qu'en recette billetterie pour un match, il n'y a que le Real Madrid qui gagne plus que le PSG sur une rencontre. Est-ce que c'est 170 millions de recettes match day en 2023-2024 ? Voilà, c'est à peu près ça. Et c'est 7 millions par match. Donc c'est un peu une échelle. Donc le parc est parfaitement optimisé par le PSG aujourd'hui.
Mais le problème, c'est qu'ils aimeraient bien pousser les murs. Aujourd'hui, il y a 37 000 abonnés sur 48 000 places, mais ces 37 000, c'est une jauge qu'ils aimeraient déplacer, mais qu'ils fixent eux-mêmes. Il y a beaucoup plus de demandes. Concrètement, c'est difficile pour le PSG aujourd'hui de s'agrandir au parc, parce que le stade, on le sait, est construit sur le périph'. Il ne peut pas être agrandi trop. Je crois qu'on peut monter à 60 62 000 vraiment en faisant maximum. Et comme vous le disiez très bien, Christophe, ils ne veulent pas le financer sans que ça soit chez eux. Donc c'est toute la question. Il y a rester Parce que ça serait des investissements très lourds, hein, on l'imagine. On a une idée de l'enveloppe que ça représenterait? Plusieurs centaines de millions d'euros. Et oui. Toujours moins cher que d'aller construire un stade ailleurs. Non, mais... Et on parle aussi de ces 165 matchs à guichet fermé, c'est ce que vous disiez. Ça montre que le public est là. Ça montre que j'allais dire la salle est comble, le stade est plein à chaque fois qu'il y a un match, une rencontre. Et donc derrière, on a des raisons de penser qu'on pourrait remplir un stade qui est encore plus grand. On va revenir sur les mots du directeur général du club. Pour les hospitalités et la billetterie, on a atteint un plafond au Parc des Princes. Il nous faut augmenter la capacité du stade, ça rejoint exactement ce que vous nous expliquiez. L'une des conditions est donc d'être propriétaire du stade. Comme le parc n'est plus à vendre, on regarde autour de Paris. Est-ce qu'il y a un monde, des possibles, dans lequel le Parc des Princes serait de nouveau à vendre? En tout cas, cette option serait discutable. Vous y croyez? Il faut appeler la mairie de Paris. Là, je peux pas vous dire. Mais à l'heure qu'il est, en tout cas, ça semble farfelu. Anne Hidalgo a répété à de multiples reprises, et encore très récemment, que agrandir, pour ce qui est du constat que le parc est trop petit, trop vieux, trop tout ce que vous voulez, ou pas assez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord là-dessus, y compris à la mairie de Paris. Par contre, l'actuel locataire de l'hôtel de ville ne veut pas vendre. Elle en fait une question de principe, elle l'a dit, elle l'a répété, donc voilà. Maintenant, vous l'avez dit, il y a les municipales qui arrivent. Est-ce que ça pourrait changer les choses? Je ne suis même pas sûr, parce que je n'ai pas entendu beaucoup de candidats... Se positionner sur le sujet. De futurs... ils se positionnent, si, ils parlent, il y a de très belles phrases, on veut que le PSG reste à Paris, ceci, cela. Mais personne ne dit on est prêt à vendre. À partir de ce moment-là, comme... Il y en a même qui disent qu'ils ne sont pas prêts à vendre. Alors, enfin, moi, si on a qui se positionnent, c'est pour dire qu'ils ne sont pas prêts à vendre. Pierre-Yves Bournazel, très clairement, ne compte pas vendre. Grégoire non plus. La seule dont on peut imaginer potentiellement qu'elle pourrait ouvrir la porte, elle ne l'a pas dit. Elle a dit, j'ai envie de me rasseoir à la table des négociations, et ça, ils le disent tous. Mais la seule dont on n'a pas entendu aujourd'hui une position franche sur j'ai envie de vendre potentiellement, c'est Rachida Dati. Il faut avoir une chose en tête, c'est que le maire ne suffit pas pour vendre. Il faut quand même qu'au Conseil de Paris, il y ait 2/3 de majorité pour vendre. Même le maire de Paris, je ne suis pas sûr quel qu'il soit, qu'il aura ces 2/3 de majorité et qu'il puisse seul décider de vendre au Qatari. Donc ça me paraît très très improbable aujourd'hui que le stade, le Parc des Princes, soit vendu au PSG, sachant d'autant plus qu'il y a un rapport de force qui s'est un tout petit peu inversé avec la mairie de Paris. Quand on revient 3-4 ans en amont, il y avait un discours qui était du PSG, quelque part, de faire comprendre à la mairie de Paris que s'il devait partir, on se retrouve avec un stade qui n'a pas de club résident. Ça, c'est un énorme problème économique pour un stade. On le voit bien au Stade de France, qui n'a pas de club résident et qui est en déficit tous les ans. Là, on voit bien que le PSG avait cette carte à jouer. Aujourd'hui, avec la montée du PFC, dont on peut imaginer qu'à 5-10 ans, il soit pourquoi pas en capacité d'occuper le Parc des Princes, quelque part, pour la mairie de Paris, ça ouvre certaines sécurités. Mais sans aucune garantie. Et bon, ça pourrait être un gouffre financier terrible pour la mairie si le PSG partait et que le Paris FC n'était pas en mesure de reprendre ce stade. Francis Grail, est-ce que les relations ont toujours été compliquées entre le club parisien et la mairie de Paris? Ou est-ce que c'est quelque chose aussi que vous découvrez et que vous déplorez, on l'imagine? Non, ça n'a pas été toujours aussi compliqué, c'est pas vrai. Et avec Bertrand Delanoë, ça se passait très bien. On arrivait à trouver toujours les bons compromis. Aujourd'hui, encore une fois, le PSG est un peu mis au pied il est au pied de travaux immenses à réaliser. Il a un besoin de grandir, d'avancer. On n'a pas proposé grand-chose. Je vois ce qui se fait à Lens. Lens, c'est un club qui avait un bail amphithéotique depuis une vingtaine d'années, un bail amphithéotique sur 99 ans. Ils ont pu travailler, mais aujourd'hui, ils ont envie de passer la vitesse supérieure, d'améliorer le stade, et ils veulent plus faire
de travaux énormes sans être en possession du stade. Je pense que c'est exactement la même philosophie à Paris. Alors bien sûr, on peut hypothéquer, la mairie peut penser qu'un jour le Paris FC, mais tout ça, dans les 5 ou 6 prochaines saisons, ça sera toujours le PSG. Donc on tire des plans un peu sur la comète. Maintenant, le PSG, ils n'ont pas le droit non plus vis-à-vis de leurs actionnaires de rester les 2 pieds dans le même sabot et qu'on se dise, ben voilà, on est bloqué par la mairie, on va en rester là. Vous disiez fort bien tout à l'heure qu'on ne pourrait pas construire un stade de 80 000 places au Parc des Princes, c'est évident, mais le PSG, de mon sens, n'a jamais demandé ça et était sur une jauge de 60 000 avec une 3e couronne qui pouvait permettre de le faire. Donc il y a eu des études pour ça, ça n'a pas avancé, il y a un blocage de la mairie de Paris, il faut appeler un chat, c'est un vrai blocage. Maintenant, le PSG est obligé d'envisager. Je ne crois pas que ça soit la volonté profonde de partir, mais on les met un peu au pied du mur et dire, bah, écoutez, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Je pense que demain sera un autre jour. Je pense que d'un autre côté, Paris va continuer à développer et puis après les élections, s'il y a quelque chose de nouveau, une autre attitude, peut-être que les choses là seront obligées d'évoluer, mais ils n'auront pas perdu 2 ans ou 3 ans en ne sachant pas exactement à quelle sauce ils allaient être mangés. Vous avez parlé de ce blocage, il y a un rapport de force, et vous l'avez rappelé, messieurs, qui s'est installé entre Nasser El Khelaifi et la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui n'a d'ailleurs pas été invitée à Munich pour la finale de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est effectivement ce qui s'est passé, Christophe Remusel? Elle n'a vraiment pas été invitée ou elle ne s'est pas rendue sur place? Non, elle n'a pas été invitée. Elle a été invitée ni par le club ni par l'UEFA. Ça dit quelque chose quand même, hein? Oui, mais ça ne dit rien qu'on ne savait pas déjà, en fait. Ils s'entendaient très bien. Francis Gray l'a rappelé, le club s'est toujours plutôt très bien entendu avec la mairie. Et Nasser El Khelaifi et Anne Hidalgo se sont très bien entendus pendant des années. Là, ça fait, 2-3 ans que les ponts sont clairement coupés. D'ailleurs, elle ne vient plus au parc depuis un petit moment. Hein. Et c'est un sujet... finalement qui devient politique, et on voit que la région se positionne aussi un petit peu en contraste avec la position affichée par la mairie de Paris. C'est une femme très intelligente et qui sait se repositionner. Selon les propos de Nasser El Khelaifi, encore hier sur France 5. Les options sont donc en dehors de Paris. La région a saisi l'opportunité politique de soutenir le club parisien dans ses démarches. Quel est le cahier des charges finalement que requiert l'installation d'un stade comme celui du PSG en région? Et j'imagine que le cahier des charges est assez lourd. Alors déjà, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un stade que le PSG envisage de mettre en place. C'est un PSG Land. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mot C'est un terme qui ne plaît pas beaucoup au club, ça fait un peu par l'attraction, c'est pas l'idée. Mais oui, c'est beaucoup, c'est le stade, oui, de l'hôtellerie, de l'immobilier, de la restauration, de la culture, du loisir. C'est tout un ensemble. C'est un stade à l'américaine, entre guillemets. Alors c'est rigolo, puisqu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui va s'ouvrir dans quelques jours aux États-Unis. Le public n'est pas forcément très familier de ce genre d'enceinte pourra s'en apercevoir, mais c'est un stade et plein de choses autour pour générer de l'argent. Le but du jeu, c'est toujours de générer de l'argent afin de rester compétitif au niveau européen par rapport aux autres grands clubs d'Europe. Donc il y a toutes ces choses que le PSG veut mettre en place là-bas, qui pourrait d'ailleurs pas faire au Parc des Princes. En plus, et si justement le PSG arrive à mettre en place, comment on l'appelle si on ne veut pas dire le mot qui fâche tout le monde? C'est un projet de stade et un projet immobilier à la fois. Ok, ce projet de stade et ce projet immobilier à la fois. Est-ce qu'on a une idée des recettes? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça générait d'un point de vue purement économique, financier? Alors c'est assez difficile à visualiser, on peut voir ce qui se fait à côté. Et comme on le disait, ce qui est assez particulier dans le cas du PSG, c'est qu'il gagne déjà beaucoup d'argent avec le Parc des Princes. Et ce qui leur fait beaucoup gagner d'argent, parce que les gens croient que plus on a un gros stade, plus on gagne d'argent, c'est pas tout à fait vrai. Disons que c'est pas tout à fait proportionnel, non? C'est pas proportionnel du tout, parce que ce qui fait gagner beaucoup d'argent dans un stade, ce sont ce qu'on appelle les hospitalités. Donc toutes les offres premium, VIP, les salons pour les entreprises, toutes ces offres qui sont bien plus chères qu'un simple billet de stade, et qui rapporte énormément. Mais là, ça pourrait être justement phénoménal, parce que ça pourrait être créé à dessein. Eh bien, pas nécessairement. En fait, si on se met à la place des entreprises et de ces clients VIP, ce qu'ils viennent acheter aussi au PSG, au parc, est-ce que c'est uniquement l'expérience match? C'est aussi l'expérience Paris. C'est le fait que quand on sort du Parc des Princes, tout de suite, on est à côté des Champs-Élysées, on est à côté des grands endroits de rencontre, des grands restaurants, de toute la vie parisienne et qui donne envie à ces clients-là. Est-ce que ces clients-là, c'est une question qu'on peut se poser, ils iront aussi passionnément
aller faire un tour à Poissy ou à Massy. Moi, j'en suis pas tout à fait persuadé. Donc, il faut savoir raison garder sur cette question-là. Et je pense que c'est aussi là que le PSG est embêté. S'ils avaient cette conviction que tout le monde les suivrait à Poissy, que ça fonctionnerait aussi bien, ils hésiteraient moins. Là, il y a vraiment cette hésitation, parce que sortir de Paris, c'est quand même quelque chose de très engageant, que ce soit par rapport donc à ses clients VIP, à ses supporters. C'est un repositionnement qui est tout à fait différent. Là, on n'est plus le Paris Saint-Germain, on sera le Poissy Saint-Germain. C'est plus tout à fait la même. Ou Massy Saint-Germain. Vous avez déjà choisi, hein, je le vois. Ça marchait mieux avec le P. Deux dossiers ont donc atteint le très haut de la liste. Vous venez de le dire. On va regarder cette carte aussi qui nous donne une idée un petit peu de ce que ça voudrait dire d'un point de vue purement géographique. Massy est un peu plus proche que Poissy, si je ne dis pas de bêtises. Mais d'un point de vue transport, qu'est-ce que ça donne, Christophe Remise? Pas simple pour l'instant, non? C'est pas simple. Il y a plusieurs autoroutes qui desservent les deux villes. Il y a du RER, il y a du Transilien dans un des deux cas. Pour ce qui est de Massy, il y a une gare TGV, il y a l'aéroport d'Orly qui est pas très loin. Après, c'est toujours la même chose. Je pense que nos téléspectateurs savent très bien que se balader de banlieue à banlieue les soirs, notamment de matchs, et a priori en semaine aussi pour la Ligue des Champions, c'est plus que compliqué, c'est les temps de parcours qui sont extraordinaires. Alors d'ici là, on l'a dit, le PSG sera encore au parc pendant de nombreuses années, 5, 6, 7, 8, 10 ans peut-être. Donc d'ici là, peut-être qu'il y a des choses qui ont été évoluées, il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a déjà le Grand Paris Express qui est censé apporter des ramifications supplémentaires au plan de transport. Mais c'est vrai que ça ne résout pas tous les problèmes. Il faudrait combien de temps du centre de Paris pour se rendre à Massy ou à Poissy? Ça dépend de l'heure. Ça dépend du moyen de transport, ça dépend du centre de Paris. Si on donne une fourchette, 45 minutes? Bon, ça peut être plus rapide. Concrètement, ce qui est bien dans le site de Poissy, peut-être pour ça qu'il a ma préférence inconsciemment, je ne sais pas. Mais c'est que... vous commencez. J'avoue, mea culpa. Mais ce qui est vrai, c'est que le site qui serait, alors j'ai oublié le nom des entreprises qui y sont actuellement, mais Stellantis. Merci Stellantis, c'est à 300 mètres du RER. Donc ça, c'est quand même très pratique et c'est du centre de Paris. Donc du centre de Paris, ça va vite. C'est 5-6 stations depuis Charles de Gaulle Étoile. Bon, ça va. Mais le problème, et c'est ce que soulignait très bien Christophe, c'est que les supporters de Paris et du PSG, ils ne viennent pas que de Paris. On a tendance à résumer cette problématique en disant du centre de Paris, qu'est-ce qui se passe? Ce que j'ai fait naturellement d'ailleurs. Ce que vous avez fait naturellement. Je m'en excuse. Mais le problème, c'est que les supporters de Paris viennent de toute la région, toute l'Île-de-France. Et là, effectivement, c'est un tout autre problème si on se dit, bah tiens, si j'ai envie d'aller de Saint-Denis à Poissy, si j'ai envie d'aller de Maison-Alfort à Saint-Denis. Alors c'est le Grand Paris du Grand Paris Express. Bien sûr, mais c'est toujours le problème. Circuler mieux de banlieue à banlieue, mais c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Ce n'est pas finalisé au niveau et des stations et derrière des trajets qui seront rendus possibles, donc vous avez raison de le rappeler. Les avantages comparatifs de chacun des sites, Christophe Remise. C'est compliqué à ce stade. On a parlé de la nature du foncier. Alors là, vous perdez 50%, on perd 50% des gens qui nous écoutent. Ça veut dire quoi? Les deux, ça faisait partie, vous parliez tout à l'heure du cahier des charges, ça faisait partie du cahier des charges. C'est-à-dire que, par exemple, le site de Saint-Quentin, c'était sur des terres agricoles. Il aurait fallu artificialiser les sols. Là, c'est pas la peine. Sur les deux sites, c'était le cas pour d'autres sites. Mais voilà, là, il n'y a pas besoin de faire ça, déjà. Il y aurait besoin de faire plein d'autres choses. Il y aurait besoin de faire plein d'autres choses, mais pas ça. Donc les deux ont cet avantage-là, les deux ont l'avantage de l'accessibilité, même si, on l'a dit, il y a encore du travail. Poissy a l'avantage d'être à côté du campus, du centre d'entraînement du Paris Saint-Germain. Voilà, les deux en fait sont assez comparables. C'est juste que le site de Poissy est arrivé plus tard finalement dans les discussions parce que Stellantis n'était pas, il n'y avait pas de possibilité de s'implanter là il y a encore quelques mois et il y a eu des décisions changent vite sur le dossier. Donc Poissy est revenu dans la course. Sinon Massy était un peu en pôle pendant longtemps. On entend beaucoup parler de l'impact environnemental. Ça fait partie des choses. C'est un des premiers points qu'ils mettent en avant au club, d'ailleurs. Ça fait partie des études qui vont être menées dans les prochains mois. C'est pas un peu du greenwashing ? Ils peuvent... Enfin, c'est aussi pour l'image, mais ils seront obligés de le faire. Et évidemment. Ils le feront volontairement, quoi. On est d'accord que ça coûterait grosso modo la même chose au club ? A priori, de toute façon, un stade comme ça, c'est l'enveloppe du milliard minimum. Enfin, on ne sera pas en dessous de ces prix-là. On l'a vu, c'est ce qu'a coûté le nouveau Bernabéu à Madrid. Ce sont des stades qui sont dans un dimensionnement comparable. A priori, c'est ce genre de tarif. Donc c'est quand même un investissement conséquent. C'est important. Francis Grail, quel est le meilleur parti, selon vous? Est-ce que c'est Poissy? Est-ce que c'est Massy? C'est difficile. Poissy, je dirais, parce que ça va reconditionner tout un secteur qui était
avec les usines Stellantis, mais là aussi il y aura sans doute des grosses difficultés de dépollution, mais enfin bon, ça c'est des problèmes qui se résolvent. Poissy, parce qu'il y a le campus qui est à proximité, donc ça regroupera un petit peu les activités du PSG dans un secteur. Mais encore une fois, ils ne sont pas encore partis du parc. Hein. Je pense qu'ils ont raison d'envisager un avenir différent, mais je pense que le parc a encore toutes ses chances. Si jamais il y avait un accord qui était trouvé, si jamais il y avait une municipalité différente et qui, elle, ait envie d'aller un peu plus loin. Bon, maintenant, si vous me demandez mon choix, je préférerais qu'on reste au parc, mais s'il faut aller quelque part ailleurs, ça serait plutôt Poissy. Merci déjà pour ces éléments de réponse. Les supporters, est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils en pensent, puisqu'ils sont évidemment aussi en première ligne, concernés au premier chef? Est-ce qu'on sait, Christophe, finalement? Déjà, leur demandez pas s'ils préfèrent Poissy ou Massy, puisque ça n'a pas de sens pour eux. Ils veulent rester au parc. Mais comme tous les supporters du monde sont attachés à leur stade, c'est un stade historique auquel tous les supporters sont attachés viscéralement. Donc, il n'y a pas de débat de leur côté. Et si jamais ça devait bouger, est-ce que ça aurait un impact, selon vous, sur la billetterie? Sur la billetterie, je pense pas. Sur les abonnements? Peut-être que ça changera la nature des supporters, mais je ne suis pas convaincu. La réalité, c'est que franchement, on l'a vu dans plein d'équipes, il y a plein de clubs qui ont déménagé, qui sont passés d'un stade historique, mythique, à une nouvelle enceinte. Ça s'est très bien passé. On pense à Arsenal, qui est passé de Highbury à l'Emirates. Les supporters ont suivi. Alors, c'est pas très loin, ceci dit. C'est pas très loin, ceci dit, mais malgré tout, voilà, ça a un petit peu changé les choses. Après, les supporters, ils se plaindront toujours. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand ils seront dans le nouveau stade, qui marchera très bien, ils y créeront une nouvelle histoire. Mais ça demandera peut-être un peu de storytelling de la part du club pour aller recréer justement l'histoire du Paris Saint-Germain, aller version 2 dans ce nouveau stade? Oui, de toute façon, tous les arguments qui sont développés sur le fait que le parc n'est pas adapté, n'est pas le stade de l'avenir, enfin voilà, toute l'argumentation qui est mise en avant par le club aujourd'hui, elle participe à ça pour essayer de convaincre aussi les supporters. D'ailleurs, je note que le calendrier est plutôt très bien choisi, puisque c'est à la fin de la saison, après une victoire en Ligue des Champions. Alors justement. Et à 2 mois des prochains matchs, en France en tout cas, puisque la Coupe du Monde des clubs. Justement, le directeur général du club, Victoriano Melero, a dit dans une interview aux Échos, l'objectif du Paris Saint-Germain, ce n'est pas de gagner une Ligue des Champions, c'est de gagner des Ligues des Champions. Est-ce qu'avoir un nouveau stade, c'est aussi finalement un facteur important dans la réussite d'un club, dans derrière sa capacité à continuer à exceller? C'est ce qu'on disait tout à l'heure en termes de compétitivité, c'est-à-dire que le PSG doit générer toujours plus de revenus. C'est qu'une question financière? C'est beaucoup une question financière, oui, évidemment, parce que y a le fair play financier qui est là, il s'appelle plus comme ça, mais bon, l'organe de contrôle financier au niveau européen qui fait que le PSG ne peut pas être sous perfusion de gazodollars qatariens éternellement. Il faut qu'il génère des revenus pour être au niveau des autres très grands clubs, le Real, le Barça, qui ont des stades ou qui sont en train de construire un stade ou de rénover leur stade et qui vont générer beaucoup plus de revenus dans les années à venir. Donc, pour être à ce niveau-là, et pour rester à ce niveau-là économiquement et donc sportivement, le PSG a besoin de générer plus de revenus. Il est à un plafond au Parc des Princes, il veut plus grand. Est-ce que les autres options sont définitivement enterrées ou avec ce côté feuilleton qu'on a autour de ces décisions et de cette finalement possible mobilité du stade du PSG et construction d'un nouveau stade, on se rend compte que les choses peuvent très vite bouger et que demain on parlera peut-être plus Poissy, peut-être plus Massy, peut-être plus du Stade de France, peut-être plus du Parc des Princes, mais encore d'un tiers-lieu? Je pense que là, quand même, la réflexion a quand même abouti à quelque chose de très concret. La réunion d'hier, la conférence de presse hier, aller dans ce sens-là. Ça sera soit le Parc des Princes, je pense qu'effectivement, ça reste l'option privilégiée. Ils ont envie, moi je pense qu'ils ont envie de mettre la pression à la mairie de Paris pour qu'elle change d'avis, c'est leur première ambition. Malgré tout, ils sont aussi en train de préparer un plan B, et ce plan B, ça sera plus autre chose que Poissy ou Massy, à mon avis. Et dans tous les cas, on n'attend rien avant les élections municipales. Il ne va rien se passer de déterminant. Et encore, appelez Anne Hidalgo si vous avez son numéro, mais je suis pas sûr. Elle ne répond pas souvent, Christophe, si vous pouvez elle ne répond plus non plus au PSG, voyez-vous. Non, mais il n'y a pas de raison d'imaginer un revirement de situation de la part de la mairie de Paris.
Et ensuite, quel calendrier? Si par exemple demain, l'option au Parc des Princes est définitivement enterrée, on ne trouve pas de solution avec la mairie de Paris, même avec le futur ou la future maire de Paris, on se tourne donc vers ces deux options que sont Poissy et Massy. Est-ce qu'on a une idée du calendrier, du temps qu'il faudrait pour construire un nouveau stade au PSG et d'à partir de quand on pourrait justement aller supporter le club parisien? Ça va prendre du temps. Et ça, je pense que tout le monde n'a pas conscience de ça. On a Moi, j'ai aucune idée du temps que ça peut prendre. Hein. On a l'impression que les gens se disent, quand on va changer de place, ça va se faire du jour au lendemain. Non. La réalité, c'est que ça va prendre au moins 10 ans, pas loin de 10 ans. Ah oui, d'accord. À partir du moment où la décision sera déjà, posée, il va falloir prendre la décision de creuser les deux candidats finaux. Donc ça, déjà, ça va prendre bien 1 an, j'imagine, facilement. Le club parle de l'horizon automne 2026 pour la décision, pour déterminer entre les deux. Et après, ça va continuer à creuser. Puis on va voir comment ça va se problème, parce qu'on a bien vu par le passé, un stade, ça prend du temps. Alors si ça se passe très bien, par essence, prennent toujours un peu de retard. Mais le problème, c'est que c'est pas tant les travaux en eux-mêmes. C'est tous les recours collectifs qui peuvent être posés. On a bien vu ce qui s'est passé au stade à l'OL Land, à Dessines, qui a pris énormément de retard, plus de 5 ans de retard par rapport à ce qui était initialement prévu. Donc, j'ai oublié les riverains avec tout ça. Est-ce qu'on sait ce que les riverains en pensent? Les habitants de Poissy, les habitants de Massy? Ça fera partie, le PSG n'a pas envie d'arriver sur un territoire où on ne voudra pas de lui, donc ça fait partie des études qui seront menées dans les Parce que ça va générer évidemment des revenus, ça va générer du dynamisme économique pour la ville et ses environs, mais ça peut aussi générer des nuisances. Bien sûr, oui. Ça fait partie des choses qui vont être étudiées dans les prochaines années. Et malgré les études, je suis à peu près persuadé qu'il y aura des recours au dernier moment qui foisonneront de part et d'autre, comme ça se passe à chaque fois. Donc il est inenvisageable, à mon sens, d'imaginer le PSG intégrer sa nouvelle enceinte flambant neuve avant 2034, 33 au plus tôt. Ça fait loin, hein. Au plus tôt. J'ai complètement oublié de vous demander ce qu'en pensaient les joueurs. On leur demande leur avis sur un dossier comme ça ou pas du tout? Ils ne seront plus là. Pour la majeure partie d'entre eux, dans 10 ans. Mais ils ne se sentent pas vraiment concernés? D'une, ils n'ont aucune prise sur le sujet et aucun pouvoir de décision. Et oui, effectivement, dans 10 ans, la plupart seront partis. Encore que, là, avec le nouveau projet des joueurs très jeunes, peut-être que certains seront encore là. Peut-être que certains seront encore là dans une dizaine d'années. Mais Marquinhos est bien là depuis 13 ans. Mais non, c'est pas un sujet qui est... C'est pas un sujet qui les tourmente. Non. On va continuer à suivre ce dossier avec vous, messieurs. Je suis persuadée qu'il y aura de nouveaux rebondissements. Ça, c'est une absolue certitude et c'est peut-être la seule chose dont on peut être certain aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci à Francis Graille qui était avec nous à distance et on passe tout de suite à l'entretien culture. Au Théâtre de Paris, l'excellente comédie Chers parents revient sur les planches. Signée Armelle Patron et Emmanuel Patron, cette comédie délicieusement grinçante nous confronte à la réalité des relations familiales, amour, argent, jalousie, rancœur, un vrai cocktail explosif et des situations aussi ubuesques qu'hilarantes dont on va parler avec nos invités. Armelle Patron, vous êtes auteur et metteuse en scène et vous êtes accompagné d'Emmanuel Patron, vous êtes auteur et comédien dans cette pièce. Sans mauvais jeu de mots, vous avez le même patronyme? Oui. On a déjà dû vous le dire. Vous êtes frères et sœurs. Absolument. Et ça vous a donné envie d'écrire sur à quel point les relations familiales peuvent être compliquées. Absolument. C'est parce qu'on s'entend très bien qu'on a eu envie d'écrire une comédie sur l'histoire d'une famille qui va exploser. Mais une famille au demeurant parfaite. Mais parfaite, oui, iconique, un peu iconique. C'est ça qui est intéressant, c'est que chacun s'y retrouve dans cette famille. Il y a 5 personnes, 3 enfants, 2 parents. Et en fait, c'est une famille a priori normale. Tout se passe bien, ils s'aiment énormément. Ils s'aiment énormément et tout d'un coup, un événement va faire que cette famille va exploser en 1h20, donc sur scène à la Michaudière en ce moment. Mais voilà, donc cette histoire-là. Comment vous est venue cette idée? Ça fait longtemps qu'on écrit sur la famille, mais pas pour le théâtre, pour la télévision. Dans tout ce qu'on écrit, les polars, les comédies, il y a toujours quelque chose sur la famille. Et je pense que l'idée, c'est par rapport à notre propre famille. On est une grande fratrie, on est 4 enfants. Et je pense qu'un jour, on s'est posé la question de se dire qu'on avait envie de raconter une histoire d'une famille qui va très très bien. Et on s'est demandé qu'est-ce qui ferait qu'un jour, cette famille nous, les enfants, très bien. Les enfants, on pourrait vraiment s'engueuler et en vouloir à nos parents. Et l'argent, c'est arrivé assez vite. C'est vrai? Oui, parlez-en autour de vous, vous verrez. Parlez d'héritage. Et à chaque fois... Mais ce qui est dingue, c'est que ça intervient même dans des familles où les relations, pour le coup, entre les enfants ou avec les parents sont ultra saines et où tout va bien. C'est ça qui est dément avec ce levier de l'argent et cette valeur très très importante. Mais en fait, la pièce marche bien parce qu'il y a ces deux valeurs, ces deux thèmes-là qui sont la famille et l'argent.
et qui sont presque antinomiques. Il y a quelque chose qui est très très étrange, alors que l'argent en a besoin et c'est formidable, c'est superbe, sauf que dans cette famille-là, l'argent est tellement énorme, la somme qui arrive est tellement énorme que ça va rendre les enfants dingues, ça va rendre les enfants fous, et ça va faire que cette famille explose. Et ça fonctionne... Pardon, Manu. Non. Et ça fonctionne, la pièce fonctionne parce que la famille s'entend très bien, que les enfants sont très proches, qu'ils adorent leurs parents. S'il y avait des conflits dès le départ, ça ne serait pas intéressant. Là, non, c'est vrai, c'est ça qui est délicieux, c'est qu'on ne comprend pas. On se dit non, mais franchement, vous allez quand même pas tout envoyer en l'air juste parce qu'on parle d'argent, on parle... Et puis finalement, on parle aussi d'une bonne nouvelle. On va y revenir, mais ça pourrait être complètement transformé et ça pourrait être quelque chose qui justement est une nouvelle manière de faire famille, de s'unir et de trouver des raisons de profiter ensemble et de passer du bon temps. Est-ce que vous trouvez aussi que c'est un thème qui est universel? Est-ce que vous attendez de votre public qu'il puisse s'identifier à ces situations? Complètement. Déjà, la pièce, elle est jouée en France, mais elle est jouée partout, presque dans le monde maintenant, donc elle est jouée partout. Et à chaque fois, ça marche très très bien. Ces thèmes sont universels. Il n'y a pas qu'en France qu'on a un problème avec l'argent. On dit toujours que les Français ont du mal à parler d'argent, du mal à parler de leur salaire, que c'est des sujets qui créent des frictions. Mais c'est vrai partout. C'est vrai partout. Et je pense que partout, dans tous les pays, il y a ce grain de sable qui fait qu'il y a des mécaniques, on fait tous attention dans les familles à faire en sorte que ça se passe bien, parce qu'évidemment, c'est pas toujours évident, mais voilà, c'est un peu un cocon dans lequel on fait très très attention. Et ce grain de sable de l'argent, c'est universel. C'est marrant parce que dès qu'on en parle, quand on a écrit la pièce avec Armelle, on s'est quand même beaucoup renseigné, même par rapport aux gagnants du loto. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire qui se passe bien. Les gens deviennent fous. Les gens deviennent parano, ils se coupent de leur famille, ils s'engueulent, ça devient des meurtriers. Pardon, mais pour le commun des mortels, gagner au loto, c'est la porte ouverte à tous les bonheurs, à toutes les folies, à toutes les aventures. Le paradoxe est là. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que chaque gagnant du loto est accompagné par un psy. C'est ça. C'est quand même on a un vrai problème avec ça. Et nous, on trouvait ça rigolo, en effet, de trouver ce levier-là qui bousille cette famille. Ouais. Et c'est l'histoire, chers parents, c'est vraiment la petite maison dans la prairie qui va se transformer en règlement de compte à hockey choral. C'est exactement ça. Et on commence avec ce couple de retraités très paisibles, Jeanne et Vincent, des ex-enseignants qui sont nourris par leur projet de vacances. Tout va bien pour eux. Ils ont 3 enfants adorables, affectueux, Pierre, Jules et Louise, qui n'hésitent pas une seconde à rappliquer quand on leur dit il faut venir en urgence, il faut que vous veniez. Et alors, je voulais vous demander si sur le profil des 3 enfants, il y avait l'idée aussi un peu d'aller chercher des archétypes. Parce que chacun est finalement assez différent. Oui. Il y a Pierre qui est un père de famille bourgeoise, il a bien réussi dans la vie, il a les reins solides, pas de raison donc de s'énerver sur la question financière. Jules, plus jeune, il est critique de livres. Bon, il est un peu bohème, alors on se dit que l'argent peut être plus un levier. Louise, étudiante en médecine, pas vraiment décidé d'exercer derrière, elle est un peu perdue. En même temps, quand on veut être médecin, on sait que derrière ça va bien se passer financièrement. Est-ce qu'il y avait cette idée de construire des archétypes ? Oui. Ce qu'on voulait, c'était au départ d'ailleurs, on avait commencé à écrire avec 4 enfants. C'est-à-dire comme dans votre famille. Pourquoi vous en avez supprimé un ? Parce qu'on ne voulait pas qu'ils nous en veuillent. Oui, c'est ça. On avait peur des représailles après. On s'est rendu compte qu'avec 4 enfants, parce qu'on est tous les 4 très très différents, tout d'un coup, on était en train d'y mettre des choses un peu personnelles. Et on s'est dit, ça va mal tourner. Et donc, on a réduit à... Oui, parce qu'il n'y a pas que l'argent qui fait que ça peut mal tourner. Voilà, on le dit quand même. Et puis, théâtralement, le triangle, ça marche très très bien pour les conflits. D'accord. Ça marche beaucoup mieux qu'à 4. Okay, on peut faire des alliances et ça marche beaucoup mieux. Ouais. Et donc c'est beaucoup plus intéressant. Mais oui, ce sont des archétypes en effet. Ouais. Mais peu importe en effet, même si Pierre gagne bien sa vie, ça n'empêche que cette déflagration familiale va réveiller, parce qu'on parle de ça aussi, on parle de la fratrie et de l'impermanence des sentiments dans cette fratrie. Voilà. Et ce truc-là, ce levier-là, cette nouvelle-là va réveiller toutes les frustrations de ces enfants aussi, et tout va exploser. Et en fait, qu'on gagne très bien sa vie ou pas, les frustrations sont là, les envies sont très différentes. C'est pour ça que les parents sont assez vicieux pour dire à leurs enfants quelle est la somme qui vous rendrait vraiment heureux, chacun. C'est le plus abominable. Et ça les rend fous, ça les rend fous. Moi, il y a un moment que je trouve abominable aussi, et absolument délicieux. Ouais. C'est le moment où les parents appellent et leur disent « il faut que vous veniez, on a quelque chose d'urgent à vous dire ». Et là, il y a toutes les inquiétudes qui passent par la tête des enfants. Ça peut être évidemment une maladie, ça peut être quelque chose de très grave, ça peut être un divorce, ça peut être... Bref, on imagine tous les drames. Finalement, c'est un drame encore pire, c'est un grand bonheur. Et moi, je trouve que là, c'est assez exceptionnel ce qui se passe, parce qu'on se dit... Oh bah quand même. Oui. Et en fait, pas du tout. Et je trouve que cette
ce moment est aussi très intéressant. Vous parlez d'un autre moment de la pièce qui est aussi qui est très grinçant, qui est délicieux, mais je trouve que là aussi c'est très réussi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on amorce quelque chose dans cette pièce, on a l'impression qu'à la fin du tableau, ça y est, c'est fini. Tout à fait. C'est réglé. Et non. Et en fait, il y a toujours quelque chose qui revient, qui relance, que ce soit le grand frère, qui quand même relance pas mal, ou les parents quand ils reviennent sur leurs décisions. Donc voilà, c'est en permanence des couches qui se rajoutent et qui fait qu'à la fin, ça devient invivable. Hein. Ouais. On va regarder la bande-annonce ensemble et puis on continue d'en parler en plateau dans 1 minute ensemble. J'aurais dû leur dire plus souvent que je les aimais. Moi aussi. Moi, je leur ai dit. Très souvent. Vous êtes là, mes chéris. Vous avez souffert pendant votre enfance? Vous avez manqué de quelque chose? Et on pense avec votre père qu'on vous a transmis ce qu'on devait vous transmettre. Enfin, je parle de valeurs, bien sûr. Après, vous en avez fait ce que vous vouliez, c'est votre vie. Bon, on n'a pas été parfait, on a fait ce qu'on a pu. À nos chers parents. À nos chers parents. Ils nous enterrent vivants. Putain, ça va saigner! Alors vous voyez à quel point ça peut être grinçant, à quel point on amène aussi évidemment ce comique de situation qui est là à tous les moments. Les enfants qui se transforment d'adorables créatures aimantes en véritables charognards, prédateurs sans foi ni loi. Est-ce que ça c'est l'effet de l'argent sur l'être humain en général? Parce que là, on parle de relations familiales, vous avez parlé de fratrie, on parle d'amour qui nous lie avec nos parents. Est-ce que finalement, c'est toujours ce que crée l'argent? Alors, je pense pas l'argent, je pense... Là, on parle de très, très grosses sommes d'argent. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de mode d'emploi pour autant d'argent. Et je pense en effet, il y a un rêve, c'est-à-dire que tout d'un coup, cette somme-là ouvre tellement de possibilités qui sont tellement démentielles que je pense qu'elles peuvent amener à de la folie. On peut devenir fou tout d'un coup. Si vous faites ce travail assez intéressant de s'imaginer, tout d'un coup, vous êtes en possession de cette somme-là. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est-à-dire que le champ est tellement énorme. Moi, ça me plairait bien, j'ai plein d'idées. Oui, on peut acheter un pays. C'est-à-dire qu'on peut presque acheter, on peut acheter un département. Mais oui, on peut acheter. Non, mais ce qu'on peut faire, le pouvoir est dingue et tellement fou qu'en effet, mais c'est l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être plein de choses qui rendent dingue à ce point-là. Mais moi, je voyais bien une jolie maison de vacances, plusieurs. Mais oui, mais continuez. Et puis une vie de restaurant, d'oisiveté, de jolis moments passés en famille à trop rien faire. Alors la famille, par exemple. À quel moment vous donnez quoi? Combien? À qui? Et c'est là que justement se pose ce moment absolument grinçant et délicieux dont vous parliez tout à l'heure de toi, tu aimerais combien? Ouais, exactement. En fait, ce qui est terrible, c'est quelle est la somme qui te rendrait heureux? Vous avez essayé de répondre à cette question tous les deux? Ouais, et on a des sommes très différentes. Ah ouais, c'est vrai? Et je ne le dirai pas ici. Oh mais non, mais parce qu'en fait, ça renvoie aussi à la question qu'est-ce qu'on vaut? Même qu'est-ce qu'on vaut? Qu'est-ce qu'on pense valoir aussi? Exactement. Mais donc l'estime qu'on a de soi? Exactement. Ça met tout ça en valeur aussi et en jeu. Et qu'est-ce que l'on vaut aux yeux de nos parents aussi? Également. Oui, ça, c'est terrible. Il y a une certaine somme, ils nous donnent combien? Oui, c'est horrible. Mais bien sûr. Ils nous aiment un petit peu, ils nous aiment la moitié de la somme, ils nous aiment la totalité de cette somme. Quelle est notre valeur par rapport à l'argent qu'ont les parents? Et d'ailleurs, les 3 enfants donnent des sommes très, très, très différentes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Mais voilà, et donc, Mais c'est aussi pour ça que je parlais d'archétype tout à l'heure aussi, parce que ça permet d'aller aussi vers... c'est ce que dit Pierre à un moment donné. Pierre, il demande beaucoup, il a ce qu'il veut, et il dit à ses frères et sœurs, mais moi, j'ai des énormes frais, vous n'avez besoin de rien, vous êtes des clodos. Vous êtes des bohémiens. C'est ça, des bohémiens. Et moi, j'en ai besoin. La question est très vicieuse. Et c'est ça qui fait que le public se marre, c'est qu'en fait, ils ont devant les yeux, ils se marrent vraiment parce qu'ils ont devant les yeux des situations abominables qu'ils n'ont absolument pas envie de vivre chez eux. Mais ça fait aussi un peu grincer des dents, pardon, parce qu'on parle de jalousie, on parle de rancœur, on parle de coups bas, et puis on parle quand même du lien qui normalement est indéfectible, celui qu'on a avec ceux qu'on n'a même pas le choix d'aimer d'ailleurs. C'est exactement ça. Absolument. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on se dit, quand on est dans le public, ça grince, c'est sûr. Mais c'est compliqué. Oui, ce qui est terrible, c'est que cette somme d'argent qui va semer la zizanie, en fait, les reproches qu'il va y avoir entre les enfants, c'est pas dire t'as demandé tant ou tu fais ça. C'est quand t'étais petit,
maman te préférait et moi. Et là, ça se voit parce que il y a telle somme. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, cette espèce de somme phénoménale stratosphérique. Ça va en fait être un déclencheur de toutes ces petites rancœurs qui vont remonter à la surface. Et comme c'est la première fois qu'ils en parlent, forcément, ça va être très fort. Mais il n'y a pas de rhétorique, hein. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une pièce à rhétorique, on n'est pas en train de dire l'argent, c'est mauvais, c'est mal. Ah non, pas du tout. Pas du tout, hein. Non, nous, c'est juste une comédie de situation. En effet, on a un postulat de départ, on part et ça prend, ça sort. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire du coup qu'on passe aussi un petit peu de la comédie à un registre presque tragique? Bien sûr, c'est une tragédie, hein. C'est une comédie noire optimiste, mais au départ, on l'a... J'adore, comédie noire optimiste, ça me va. Ça vous va, super. Ça me va très bien comme manière de qualifier la pièce. Et d'ailleurs, on a été très étonnés avec Armel quand on a commencé à faire les premières lectures pour vendre le spectacle, pour le monter. On a convoqué les comédiens qu'on connaissait, etc. On a travaillé assez longtemps avant la lecture. Et on a été très, très étonnés de voir les réactions du public au début. C'est comme Tchekhov qui écrivait des comédies et tout le monde me comme des tragédies et les gens étaient en pleurs. Vous pensez que ça allait générer quelque chose de plus léger dans le public? Beaucoup plus dramatique. Ah, de plus dramatique. Ah non, les gens se... Beaucoup plus dramatique. Parce que moi, ça m'a quand même remué un peu. Ah ouais, tant mieux. Ça m'a fait réfléchir. Il y a un rire très libérateur. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais avec donc Manu, quand à la première lecture, où les gens riaient du début jusqu'à la fin... On s'est dit, il y a un truc qui va... Mais eux aussi, ce sont des monstres. Mais en fait, c'est le rire libérateur dont je vous parle. En fait, on transgresse tellement le tabou de l'argent ou de la bonne conduite familiale. Que ça fait du bien. Mais on est content de voir ça sur scène et pas chez soi, quoi. Mais on était très étonnés au début, en effet, de voir que les gens riaient autant. On peut juste, on a vu la bande-annonce là, dire que ce ne sont pas les mêmes comédiens qui jouent en ce moment au Théâtre de la Michaudière. Et j'ai dit tout à l'heure, le Théâtre de Paris, c'est au Théâtre de la Michaudière qu'il faut aller voir. Chers parents, j'aimerais qu'on dise un mot de la mise en scène. Parce que rien n'est laissé au hasard, ça donne un rythme fou, ça je trouve ça très important dans le théâtre, le rythme, c'est dynamique, c'est vivant, c'est presque vivace, il y a quelque chose on se sent toujours happé par l'histoire, il y a toujours une péripétie, il y a quelque chose qui nous emmène dans la prochaine étape et tout est parfaitement à sa place. Donc c'est épuré, c'est simple et en même temps c'est fait pour qu'on avance. Est-ce que vous y êtes aussi sensible ? Oui, bien sûr, et je pense que l'écriture de cette pièce part aussi de notre expérience de scénariste dans le format court, où on a beaucoup travaillé sur des formats courts d'humour. Et on a cette écriture qui est très efficace. Très efficace. En tableau, il y a 10 tableaux, il y a des cliffs. À chaque fin de tableau, il y a un événement qui fait qu'on attend la suite. Mais voilà, et c'est vrai que... C'est un peu le côté chapitré d'un bouquin, je trouve. C'est génial. Et en même temps, c'est très ciné, parce que ce rythme... Et celui aussi du cinéma, avec des temps forts qui nous font passer à la scène suivante, ça je trouve ça génial. Tant mieux, c'est super que ça vous ait plu. Mais c'est vrai que ça va vite et à la fois on laisse énormément de temps de résonance quand même. Tout à fait. Tout n'est pas complètement speed et attaché l'un à l'autre sans que le public puisse avoir une résonance et même des moments de silence super importants. Oui, tout à fait. Le silence est très très fort et très important dans la mise en scène. Mais je pense que là où on sent le rythme, c'est au début de chaque tableau où il n'y a pas d'entrée de personnages et de mise en scène. On arrive, ils sont en train de discuter. Il n'y a pas de gras, on rentre tout de suite dedans. Il n'y a pas d'exposition trop un peu lente, un peu fatigante. Nous, on rentre tout de suite dedans. Mais en revanche, c'est très agréable. Et en revanche, dans les dialogues, entre les dialogues, il y a des silences qui sont des dialogues eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'on est rapide sur l'entrée en matière. On va un peu à l'essentiel. Voilà. Moi, ça, j'adore. C'est pour ça que ça fait 1h20. En effet. Est-ce que c'est une manière à la fin de nous décomplexer, d'éveiller nos consciences, de nous permettre de relativiser, de nous améliorer, de nous faire réfléchir sur notre modèle familial? C'est quoi à la fin? Vous voulez que chacun sorte en se disant: et moi, si j'avais cette somme d'argent, qu'est-ce que j'en ferais? Ou comment est-ce que je peux avoir de belles relations avec ceux que j'aime? On n'a pas eu de discours, je parlais de rhétorique tout à l'heure, ou de morale, ou de choses comme ça. Je crois pas. Je crois qu'on a voulu raconter cette histoire d'une famille. En fait, je crois que si nos parents étaient encore vivants, on leur dirait: on vous aime. Et c'est surtout dire à ses parents qu'on les aime quand ils sont encore là. Je crois que c'est pas une leçon. À la fois, nous, on est scénaristes, auteurs. C'est pas tout à fait évident, hein, non. Après ce qu'on s'est dit. Non, c'est pas évident. Mais quand même, ça doit être le mot de la fin. Ouais, parce qu'il y a quand même, ça va très très loin à la fin de la pièce. On ne raconte pas là, mais ça va très très loin. Et à la fin, quand même, les parents rappellent leurs enfants. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il n'y a pas une mort. Voilà. Et on sent quand même que la fratrie se rassemble, le couple des parents se rassemble aussi quand même. Ça, c'est important. Donc ça se guérit. Et la famille, le mot de la fin. Ouais, la famille se rassemble. C'est-à-dire qu'après toutes ces épreuves qu'ils ont passées, qui auraient pu être absolument catastrophiques, l'amour est là. Et la revendication de la sœur
c'est sa fratrie et la revendication des frères et sœurs, c'est d'être avec leurs parents. Donc, quoi qu'il arrive. Mais aucune morale, en tout cas, aucune leçon de morale. On ne donne pas de leçon. Et c'est juste, en effet, on raconte juste qu'une énorme somme d'argent peut tout vraiment bouleverser dans une vie. Voilà. Et je vous conseille vivement d'aller découvrir cette comédie qui est aussi tragique, on l'a dit pendant cette discussion en plateau, au Théâtre de la Michaudière. Ça s'appelle Chers parents et c'est absolument délicieux. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et on passe tout de suite à l'art de vivre. De l'art de vivre et cette volonté qu'on partage tous, celle de mieux manger, de donner du sens à notre assiette. On vous parle souvent de la protection de nos agriculteurs, de nos producteurs, de l'importance de privilégier les circuits courts. Oui, mais comment concilier ça avec son porte-monnaie et son quotidien de Parisien à 100 à l'heure, son agenda bien rempli? Eh bien, on a trouvé la solution. Elle s'appelle les saisonniers. On va en parler avec Flavie Crécy, responsable marketing et communication, et Lucie Châtelain, responsable zone. Merci beaucoup, mesdames, d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On est ravis de vous recevoir. J'aimerais qu'on commence par la petite histoire avant d'entrer dans le vif du sujet, la petite histoire qui a poussé donc Margot et Thomas, les fondateurs, à créer les saisonniers. Tout commence évidemment autour d'une bière artisanale et locale, sinon ça n'a pas de sens. Exactement. Oui, en fait c'est venu de l'idée de Thomas et Margot qui sont tous les deux issus du milieu agricole. Et en fait c'est un peu venu d'un double constat. D'un côté ils avaient leur connaissance du milieu agricole, qui avaient envie de mieux valoriser leurs produits mais qui ne savaient pas forcément comment faire. Donc de mieux les valoriser d'une part économiquement, parce que c'est vrai qu'il faut quand même qu'ils puissent vivre dignement de leur travail, mais valoriser aussi de manière qualitative, de les permettre de rencontrer leurs clients finaux, de mettre plus en avant tout leur travail, etc. en magasin. Et d'un autre, en fait, de permettre aux consommateurs parisiens d'avoir accès à des produits de qualité, mais de manière accessible. Donc à un prix qui ne soit pas exorbitant et à des horaires facilement accessibles et sans forcément s'investir trop, ce que demandaient par exemple d'autres alternatives. Alors quand on pense à ces deux exigences, on a du mal à imaginer comment elles peuvent se croiser, parce qu'en effet, c'est extrêmement contraignant à Paris, en tout cas dans le centre de Paris, de faire ses courses. C'est extrêmement compliqué de rémunérer de manière juste les agriculteurs et les producteurs. Il faut beaucoup de bonne volonté, il faut de l'engagement derrière. Est-ce que c'est ce qui prime chez les saisonniers? Tout à fait, on a des valeurs qu'on essaye de respecter comme on peut, les valeurs d'être sûr du français, le marché français, et exclusivement, intégralement. Aussi de pouvoir permettre la relation entre nos producteurs et nos clients, en fait, parce que les gens ne connaissent plus les producteurs, ou ne les connaissent que très peu. Et je crois qu'on est très demandeurs de ça, de comprendre d'où vient ce qu'on a dans son assiette, finalement. Complètement. Nous, à Paris, en tout cas, on n'a pas accès aux cueillettes, etc. Pas assez, voilà. Donc en fait, on essaie de recréer un petit peu tout ce lien, et finalement, c'est tout à fait possible parce que les gens sont dans la demande, en fait. Les Parisiens veulent consommer correctement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, manger à un juste prix, c'est aussi pas évident. Compliqué. Qu'est-ce qu'on appelle exactement un circuit court? Ça veut dire qu'il faut nécessairement trouver le produit de saison le plus proche de nous, ou est-ce que finalement c'est aussi s'arranger avec les options qu'on a autour de nous? Ce ne sont pas, j'imagine, que des produits qui viennent par exemple d'Île-de-France. Non, alors en fait, circuit court, ça veut dire qu'il y a maximum un intermédiaire. D'accord. Donc un intermédiaire entre le producteur et le consommateur final. Okay. Donc nous, par exemple, c'est ce qu'on fait. On est en direct avec tous nos producteurs. Donc ça nous permet aussi de savoir comment ils travaillent, de bien les rémunérer. Et de limiter les frais et les coûts, en effet. Parce que plus d'intermédiaires, ça coûte évidemment plus cher, et donc ça se répercute ensuite sur le panier de ceux qui consomment. Exactement, et c'est ce qui nous permet d'avoir le prix le plus juste pour les consommateurs. Donc au final, tout le monde est content. Et ça évite en fait ce qui est souvent dans les grandes surfaces, d'avoir un grossiste qui achète ensuite à une centrale d'achat, qui arrive ensuite dans une boutique. Et là, en fait, on multiplie le nombre d'intermédiaires et donc on fait tout de suite augmenter le prix. Alors, quels sont les produits qu'on trouve chez les saisonniers? Là, vous nous avez amené des jolies fraises. On vous a amené des jolies fraises, exactement. Je vois depuis tout à l'heure. Elles viennent de la Somme dans le Nord. D'accord. Donc nous, on va faire essentiellement fruits et légumes français, donc de saison, priorité au local. Mais on va également pouvoir trouver de la viande, du vin, des produits d'entretien, de l'épicerie de manière générale. À partir du moment où c'est français et que c'est en agriculture durable, ça marche pour nous. Pardon, mais elles sont absolument délicieuses. Je me permets de le dire quand même, parce que c'est important. J'ai remarqué quelque chose. Vous parlez de produits frais, de produits de qualité, bien sourcés, avec des agriculteurs et des producteurs que vous connaissez. Agriculture durable, mais pas bio. Pourquoi ce choix? On a les deux. On fait du bio. Mais pas exclusivement du bio, pardon. Ça ne doit pas être une marotte, ça ne doit pas être quelque chose qui vous obsède, c'est ça? Non, alors nous, justement, on privilégie d'être en direct avec nos producteurs, de savoir comment ils fonctionnent. Agriculture raisonnée, ce qu'on appelle raisonnée, donc qui utilise de manière raisonnée tous les intrants et tout ce qu'ils utilisent pour faire leur culture.
mais on ne met pas forcément en opposition les deux, déjà parce que le bio, ça a un coût, donc que ce soit pour les consommateurs, mais aussi pour les producteurs, et un coût financier, mais aussi un coût en termes de temps. En fait, c'est beaucoup de dossiers, de choses à remplir. Il y a une lourdeur administrative très importante, évidemment. Et qui est déjà présente même pour l'agriculture de manière générale, sur le bio encore plus. Donc il y a même certains producteurs qui travaillent exactement comme du bio, mais qui font le choix de ne pas forcément avoir la certification. Et comme vous les connaissez, ça tombe bien, puisque c'est une manière finalement d'aller chercher et ça nous permet d'avoir des prix moins chers également. Alors justement sur le prix, parce que c'est quand même, on le sait avec la contraction du pouvoir d'achat des Français, c'est quand même quelque chose qui est important. Quand on fait ses courses à Paris, ça nous coûte globalement plus cher que dans le reste de la France, sauf exception. Combien est-ce que ça coûte globalement de faire ses courses au saisonnier? Est-ce que ça coûte plus cher que dans un magasin à une surface classique? Je ne sais pas, je vais en citer quelques-uns, Carrefour, Franprix, Monoprix. Alors sur les fruits et légumes, non. Alors si vous achetez français ailleurs, ce ne sera pas plus cher chez nous. Okay. Sur tout ce qui va être laiterie ou produits de la viande, on va être peut-être un petit peu plus cher parce qu'on est aussi dans le bien-être animal. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller... on va sélectionner nos producteurs de viande, de produits laitiers, en fonction aussi de ce critère. Et pour des produits qui ne sont pas industriels aussi. Vous parlez de produits laitiers, là on va pouvoir avoir accès à du qualitatif et à des produits où on se fait plaisir. On est aussi dans quelque chose de gourmand. Et aussi des produits de qualité. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais j'ai redécouvert le goût du yaourt ou le goût d'un steak haché chez vous. » Oui, c'est des vrais yaourts. Parce qu'en fait, c'est des vrais produits. Donc, il y aura peut-être un petit surcoût, et encore aujourd'hui, avec l'augmentation des prix partout. Mais on parle de quoi? On parle de 10-15% de plus? On parle de 20-30%? Ça dépend ça dépend des produits, mais oui, ça va être 10-15%. Nous, on n'a pas... l'écart n'est pas énorme, en fait. C'est vraiment... Et on sait qu'investir dans sa santé et dans le pays aussi, parce qu'on parle de nos agriculteurs, on parle de nos producteurs. Tout à fait. On sait à quel point c'est important de leur apporter du soutien. On se souvient des crises agricoles, j'allais dire de la crise agricole, mais des crises agricoles. C'est important aussi aujourd'hui d'avoir cet engagement en tant que consommateur. Vous êtes fiers de voir des jeunes aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent au saisonnier. Ça, on a une moyenne d'âge de 28 ans. Ça, c'est génial, non? Complètement, absolument. Et on a des jeunes qui sont très impliqués et qui veulent aussi faire changer les choses, en fait. Qui veulent construire leur avenir, en fait, faire attention à leur planète, et puis s'assurer aussi qu'eux ont la conscience de leur travail, de l'effort qu'ils vont faire pour travailler. Et donc, ils ont conscience que les producteurs, c'est la même chose. Et que donc, si on peut réussir à rémunérer tout le monde correctement, c'est très bien. Le pari est gagné. Et en même temps, manger bien. La crise, on parlait de qualité aussi, mais on cueille aussi à maturité. Et ça, c'est très important. On ne transite pas dans des chambres froides. Et ça, les clients nous le font remarquer très souvent. Parce que ça a évidemment un impact sur le goût, la qualité. On nous dit les pommes de terre, elles ont du goût. J'en avais pas mangé depuis 10 ans comme ça. Il n'y a pas de secret. On a cueilli à maturité. C'est tout, en fait. Et vous créez un certain nombre d'animations en boutique pour éduquer les clients sur leur alimentation. Ça peut être des dégustations, ça peut être des ateliers, ça peut être aussi rééduquer les Parisiens sur cette logique saisonnière. C'est vrai qu'on ne sait plus, avec toutes ces importations, à quelle période on peut manger des fraises, à partir de quand on ne peut plus manger de tomates. Et je trouve que c'est très important aussi de faire cet effort presque pédagogique de rééducation à cette logique de saisonnalité. On a aussi un gros côté sensibilisation, et c'est aussi pour ça que les gens viennent chez les saisonniers. Pas seulement pour nos produits, même si évidemment pour tout ce qu'on a dit, ils viennent surtout pour ça, mais c'est aussi des lieux de vie. Et en fait, les clients, ils adorent nous demander, ces produits-là, d'où ils viennent, comment est-ce que cet agriculteur, il produit. Et nous, on peut raconter toute l'histoire familiale, sa manière de travailler, etc. Et on fait venir beaucoup aussi nos producteurs en boutique. Donc les producteurs, eux, ils adorent parce qu'ils ont vraiment les retours consommateurs directement. Et en tant que client, c'est génial de voir vraiment la personne qui a produit les produits. Moi, je suis très sensible au restaurant qui propose ça aussi, une carte où on sait d'où vient la viande qu'on va manger dans son assiette. C'est génial. Je pense à la table des résistants comme ça, de manière assez naturelle. Mais c'est vrai que savoir que ça a été pêché dans un petit bateau en Normandie et que ça a été pêché il y a 3 jours, c'est quand même hyper agréable. On sait ce qu'on mange et c'est ce que vous promeuvez au quotidien. Une dernière peut-être question pour ceux qui n'y comprennent rien, qui sont perdus dans toute l'offre qui existe à Paris justement pour faire ses courses, comment est-ce qu'on consomme bien et quels sont les choix qu'on fait? Qu'est-ce qui est important? Alors déjà, consommer français, premièrement. Ça, c'est vraiment le premier nos agriculteurs. Exactement. D'essayer d'avoir des commerces qui ont le moins d'intermédiaires possible, comme ce qu'on disait, les circuits courts. Et privilégier des produits de saison. Par exemple, trouver des tomates en hiver, ça c'est vraiment pas possible. Si on est un peu perdu sur cette logique de saisonnalité, comment on s'y retrouve? Comment est-ce qu'on sait qu'on ne fait pas n'importe quoi?
Venez voir les professionnels. Venez. Vous êtes excellente, hein, vous le savez. Eh bien, on vous conseille fortement d'aller faire vos courses chez les saisonniers, d'aller découvrir justement comment on rend hommage au travail formidable que font nos agriculteurs et nos producteurs au quotidien pour mieux nous nourrir. Et on fait ses courses intelligemment. Et si on veut se renseigner, il y a quand même aussi beaucoup de ressources sur Internet, on peut le dire, pour aller savoir les produits qu'on peut acheter à quel moment de l'année. Notre page Instagram où il y aura plein d'infos dessus pour vous aider. Vous avez raison. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler. Merci beaucoup. Des producteurs. C'était un vrai plaisir de vous avoir en plateau. Demain, vous retrouvez Alban Barthélémy à la présentation. Et moi, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV.